là, c'est diffusé. Ils sont juste en dessous. Là, c'est... Je crois qu'il faut que tu mettes la vidéo vite.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur La Clim, la toute première émission Twitch de l'IPJ de PSL, l'émission qui va parler de thématiques autour du climat, de l'écologie. Et aujourd'hui, pour inaugurer cette émission, je suis avec Célestine. Bonjour Célestine. Salut Quentin. Et Salut avec Arthur. Arthur. Coucou tout le monde, moi je suis avec mes petits aquariums derrière, Dans ton bocal. dans mon bocal. Dans ton bocal. Eh bien, pour inaugurer cette toute première émission, on va vous parler d'énergie, d'indépendance énergétique de l'Union européenne. Je vais vous présenter le sommaire et puis on en reparle juste après. Alors, le gros morceau de cette émission, ce sera la question, la discussion avec Édouard Sivelle. Est-ce que l'Europe est prête à l'indépendance énergétique? On en discutera pendant une petite demi-heure. Et avant ça, on vous a concocté quelques petites chroniques. Est-ce que la place de l'écologie dans les programmes, notamment du nucléaire, des questions d'actualité autour de l'actualité de l'énergie, et puis enfin, on parlera du documentaire Into Eternity, et la question, que faire des déchets nucléaires, comment les stocker? Alors, peut-être que Célestine et Arthur, je vais vous laisser présenter pourquoi on a choisi de parler d'énergie pour inaugurer cette émission. Voilà, je vous laisse contextualiser. Arthur, je prends la main pour expliquer Célestine, rapidement. vraiment, prends la main, je te sens prends- prête, quoi. Oui, non, c'est assez court de toute façon. Je pense que, comme tout le monde, on est un peu l'actualité un peu guidée par ce qui se passe aux frontières, en Ukraine. Et donc, la question de l'énergie est assez centrale. Et finalement, nous, on voulait parler d'enjeux environnementaux et écologiques. Et je pense que c'est indispensable aujourd'hui d'aborder le thème de l'énergie, qui plus est de l'indépendance énergétique. Ça, on va en parler plutôt dans la seconde partie. Et au-delà de la guerre en Ukraine, je pense qu'il y a aussi la flambée des prix de l'électricité qui justifie plutôt bien le sujet. Alors, je ne sais pas si tu veux me compléter, Arthur. Non, moi je voulais juste compléter avec quelques petits chiffres justement pour poser un peu le décor sur l'indépendance énergétique au sein de l'Union européenne. Donc j'ai avec moi une petite carte puisque je suis pas venu les mains vides, quoi. Et donc c'est la carte de la dépendance énergétique des pays de l'UE. C'est dommage, on ne la voit pas très bien. Il faut mettre des lunettes. Il faut mettre des lunettes, mais en vrai, ce qu'on voit, c'est que il y a très très peu de pays qui sont vraiment indépendants énergétiquement. L'Estonie est le pays le plus indépendant. Donc on voit que, vraiment, c'est une question qui est vraiment d'actualité, d'autant plus en ce moment avec la guerre en Ukraine et tous les embargos sur le pétrole et le gaz russe. Mais surtout que, en fait, ça fait des années qu'il y a cette question-là en Europe. Et tu sais lequel est le plus dépendant dans les pays que tu nous montres là? Je ne veux pas te poser une colle dès le début. Tu ne me poses pas une colle, Célestine, je me suis évidemment bien préparé. C'est Chypre. Chypre 92,8%. Ah oui, des chiffres que je vois en tout cas sur cette carte-là qui sont des données Eurostat, donc qui sont des données. On suppose que c'est importé essentiellement. Et en tout cas, je nous avertis, on a intérêt à pas trop dire de conneries sur l'Estonie parce qu'apparemment il y a un fan club dans le chat. Donc voilà, soyons nos amis estoniens. Oui, tous et toutes. Mais de toute façon, avant de directement parler de la dépendance énergétique ou de l'indépendance énergétique, on va quand même commencer à parler de l'énergie en général, de l'actualité qu'il y a autour. Et Arthur, tu as préparé quelques petites news. Je te laisse. Dans son bocal. Commencer. Dans son bocal, oui. Ouais, je vais préparer des news dans mon bocal. Non, je voulais surtout vous parler, en fait, pour commencer, d'une actu qui m'a semblé intéressante dans le contexte. C'est la question du nucléaire en Belgique. Il faut savoir que la Belgique devait sortir progressivement du nucléaire en 2025. Ça a été voté il y a des années, ça a été voté en 2003. Là, on voit en fait, là c'est la carte des réacteurs nucléaires en Belgique. Il y en a 7 qui produisent environ 6 gigawatts d'électricité en ce moment. Et donc, ils ont été arrêtés. Fais-nous des bulles. Non, je ne ferai pas de bulles. Donc, tous ces réacteurs-là participent à la production d'énergie en Belgique, sachant qu'en Belgique, en fait, aujourd'hui, on est à environ 75% de l'énergie qui est importée. Ça fait beaucoup. De France, beaucoup ou pas, tu penses? Alors, de France... oui, parce que grâce au réseau électrique européen et grâce aussi à nos centrales nucléaires qu'on leur met à la frontière, on va pas se mentir, on a des échanges d'électricité, mais c'est surtout qu'en Belgique, 30% du pétrole, il vient d'où? Russie? De Russie. Bravo, Célestine. Merci.
Donc, Ouais, donc ça fait. à la flambée des prix de l'énergie face à la guerre en Ukraine, et ben, les Belges, ils ont tout simplement décidé de revenir sur leur calendrier et de maintenir 2 réacteurs jusqu'à au moins 2035. Sauf que le Ouais. problème, c'est que le parc nucléaire belge est super vieux et que le gestionnaire du parc, qui s'appelle donc Engie, vous vous en doutez, dit que les réacteurs ils doivent être rénovés, ils doivent être réalimentés en combustible, enfin voilà tout ça donc est pas super au point. Et Ouais. la population belge, tu sais comment elle se situe à peu près par rapport au nucléaire? Alors Il y a des fortes tensions justement, c'est l'objet de fortes tensions dans le pays? je ne suis pas belge moi-même. C'est la première colle du live là. Si j'aime beaucoup, c'est ça comment il ça? fallait que ça tombe Comment ça sur moi. Non, Quentin, je ne sais pas. Voilà, En je tout dois cas, l'avouer. j'ai Ah. le chiffre pour les Français, si vous voulez. C'est Si vous juste- voulez repasser la frontière. S'il te plaît, Célestine. Tu me demandes là, pour de vrai? Ah bah Non, oui, attends, tu non, nous il y dis avait t'as les eu un. chiffres, donne-nous les chiffres. Non, en fait, c'était assez divisé. Il y a eu un dernier sondage d'IFOP. Bon, après, la question est un peu biaisée, donc c'est un petit peu à prendre avec des pincettes, mais qui disait que 88% des Français souhaitaient maintenir les capacités du parc nucléaire français. Donc 88%, c'est énorme. Après, on ne sait pas s'ils veulent plus de nucléaire ou moins, maintenir en tout cas. Et c'est des chiffres quand même vachement importants. Ouais, il y a quand même un rebond. Bon, toi, c'est pas mal, Célestine, parce que tu te fais de magnifiques passes décisives à toi-même, parce que je crois que tu vas nous parler Ouais. du nucléaire dans la campagne présidentielle française. Ouais, c'était assez stratégique comme mouvement c'est et comme malin, c'est remarque. Non, c'est vrai que le nucléaire dans la campagne française, c'est assez intéressant et ça précède en fait la guerre en Ukraine. C'était un sujet qui était déjà sur la table. C'était un des rares sujets où il y avait quand même un peu de débat finalement. Et là, forcément, on loupe pas et on y revient. On y revient et je pense que c'est plutôt intéressant comme sujet parce qu'en France, on a une culture assez pro-nucléaire finalement. Ça date quand même du plan Mesmer, c'est 74. Si je dis pas de bêtises. Donc, on a quand même une grosse culture. C'est un héritage de De Gaulle auquel on touche pas trop. Ça fait un moment qu'on dit est-ce qu'on va s'en passer ou pas. Et finalement, faut pas oublier que 70% de notre production énergétique vient du nucléaire. Donc, s'en passer, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on a une problématique, c'est qu'on a 56 réacteurs nucléaires, dont 11 qui sont en arrêt. Donc, on a un peu de mal à maintenir finalement le niveau de nos centrales qui sont vieillissantes. D'où la question qui se pose. En somme, dans la campagne, on va se demander, bon, on a un parc qui est vieillissant, pourquoi on ne choisirait pas autre chose plutôt que de le renouveler et du coup de le rajeunir, qui coûte très cher. Et finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de candidats qui sont pour. Alors, je crois que tu as le petit graphique, tu as beaucoup de candidats qui sont pour. Alors, forcément, ils sont beaucoup. Ouais, forcément Emmanuel Macron, qui a fait un virage peut-être un peu plus fort que par rapport à 2017, parce qu'il avait fermé Fessenheim. Ouais, qui n'a pas toujours dit qu'il était pour le nucléaire. Ouais, mais il a eu il a eu peut-être une position assez ambivalente. Là, en revanche, il a annoncé qu'il allait construire 6 nouveaux réacteurs nucléaires, ce qui est quand même comme Valérie Pécresse, qui veut également en construire 6. C'est un point commun entre les deux. De fait, on va devoir attendre un peu 2035-2040, je pense, pour voir vraiment ces réacteurs naître. Donc, en somme, je pense qu'il a changé effectivement de position, mais il y a eu entre-temps le rapport de RTE que je ne pourrais pas vous analyser parce que je n'ai pas les compétences. Tu n'as pas lu le rapport de RTE Non, je lis autre chose le soir en rentrant chez moi. Peut-être juste rappeler ce qu'est le rapport de RTE on le demandera à notre expert. Oh, malin. Voilà, ça fait une s'appelle passe lobée, une passe décisive pour dans 30 minutes. Ouais. C'est magnifique ce que tu fais. Tu ne vas pas me coller. Et pour Valérie Pécresse, juste pour rebondir par rapport à Macron, elle, bon, c'est pareil, c'est prolongé aujourd'hui la durée de vie des réacteurs nucléaires jusqu'à 60 ans parce qu'on a des réacteurs qui sont assez vieux, c'est ce que je vous disais. Marine Le Pen, c'est à peu près pareil. Elle veut un plan Marie Curie. Alors, 80% de nucléaire en 2050. Donc, elle veut absolument pas sortir du nucléaire. Et en plus, elle veut pas d'éoliennes. Vraiment, elle veut pas d'éoliennes. Et elle veut lancer 20 nouveaux réacteurs. Pour Éric Zemmour, c'est à peu près la même chose. Lui, c'est 14 nouveaux réacteurs d'ici 2050. Il veut supprimer aussi les éoliennes, donc c'est un peu la même chose. Après, il y a Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle. Et le plus intéressant, c'est peut-être Fabien Roussel. Parce que c'est là où il fait cette fracture à gauche. C'est un peu ce marqueur peut-être idéologique du PCF, où lui, il est tout simplement pour le nucléaire. C'est ce qui empêche un peu peut-être cette alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Pardon. Donc là, savoir surtout, c'est un vrai argument pour lui, quoi. Oui, c'est un vrai argument à gauche. Lui, il veut construire à peu près entre 6 et 8 nouveaux réacteurs
enfin des EPR, d'ailleurs, des EPR, mais ça on demandera aussi à notre expert parce que je ne pourrais pas développer énormément dessus, mais c'est simplement parce qu'on aurait les compétences, nous, en France, pour faire de nouveaux réacteurs EPR plutôt que des SMR. Alors ça, je ne comprends pas grand-chose, mais on demandera à notre expert là-dessus. C'est donc ma caution expert. Juste, je t'interromps très rapidement. Si vous voulez un peu plus de renseignements sur la RTE et sur le fameux dossier dont elle parle, il y a Monsieur Naon, Eric Monsieur Naon, Naon. dans le chat, a posté un lien. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez compléter. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à son profil Twitch aussi. Hein. N'hésitez pas Eric aussi, bien Naon sûr. Voilà, je te laisse continuer. Oui, non, mais j'allais vous demander justement si vous pouviez me citer ceux qui sont contre. Alors, c'est pas difficile parce que par élimination, c'est assez simple en fait. Bon, Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu, lui qui est assez opposé finalement, mais pendant un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il était encore question peut-être de faire alliance avec le PCF, il avait dit on fera peut-être un référendum pour savoir si les Français veulent sortir ou non du nucléaire. Et finalement, il abandonne l'idée parce qu'il a bien compris qu'il n'y aurait pas d'union. Donc lui, il veut sortir. De base, il avait dit 2030. Et comme d'autres aussi, il a changé pour 2045. Donc, voire 2050. Donc, c'est assez pareil, c'est assez compliqué. Anne Hidalgo, elle ne veut pas trop de nouvelles centrales non plus. On doit opter vers une transition douce, vers le 100% renouvelable. Mais encore une fois, c'est pas des pans qui sont très développés, en tout cas du côté d'Anne Hidalgo, de son programme. Nathalie Arthaud, c'est un peu la même chose. Philippe Poutou, c'est un peu la même chose. On peut dire, c'est faut sortir du nucléaire, enfin, faut sortir du capitalisme tout court, pour résumer un petit peu la pensée, parce qu'on va pas passer tout le live Twitch là-dessus. Et enfin, pour Yannick Jadot, parce que je sais qu'il y a une petite actu qu'Arthur va nous développer juste après, donc je te fais une passe stratégique. Ouais, et effectivement, Yannick Jadot n'a pas bougé d'un iota sur le sujet, simplement parce qu'aussi c'est un peu, là, une nouvelle fois, l'identité politique d'Europe Écologie Les Verts. Lui, c'est un militant anti-nucléaire vraiment notoire. Donc là-dessus, bon, il n'y a pas de surprise. Stratégie zéro nucléaire d'ici 25 ans. Donc 25 ans, c'est court et il va falloir s'accrocher. Et lui, mise aussi sur la maîtrise de la consommation énergétique, parce qu'en fait, tous les rapports disent qu'on va consommer davantage dans les années à venir. Et lui dit, bah non, on va maîtriser cette consommation énergétique en parallèle. Donc, je vais pas développer davantage parce que. Et est-ce que tu sais justement si les positions anti-nucléaires d'un Mélenchon ou d'un Jadot, justement, ça peut un peu créer des tensions dans leur base électorale? Je ne suis pas analyste politique, d'abord, donc je parle avec ma propre légitimité, mais je pense effectivement que là, en ce moment, avec le contexte qui est celui dans lequel on vit, c'est un peu compliqué peut-être de maintenir des positions contre le nucléaire parce qu'on ne voit pas trop comment. Il y a des prix de l'électricité qui sont déjà très chers et en fait, on a un peu cette idée que les énergies renouvelables vont coûter plus cher, ce sera un sacrifice, etc. Et ça, on l'a vu aussi avec les Gilets jaunes, tout simplement. Donc, je pense que c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué. Effectivement, il y a peut-être une adhésion des Français au nucléaire, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est tenable, en fait, comme position. Je ne sais pas. Tu es toute floue, Célestine. Ah bon? Ouais, tu es toute floue. C'est bon, ça y est, on t'a retrouvé. Okay, c'est bon. On était tout perdus, quoi. C'est pour rebondir sur ce que tu disais, Célestine, tu parlais de Yannick Jadot. Je vous propose d'écouter Yannick Jadot cette semaine. Il y a une petite passe d'armes avec le PDG de Total. Hier, je crois. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, mais Yannick Jadot a critiqué Total pour sa position en Russie. Je vous propose juste de l'écouter et on en parle. Total, aujourd'hui, participe à alimenter les recettes de Poutine et à financer la guerre en Ukraine. Total est complice des crimes en Ukraine. Total, vous le savez, a été soutenu très massivement par Macron, ministre de l'économie à l'époque, pour qu'il s'installe en Russie. C'est Macron et Vladimir Poutine qui ont signé un accord pour favoriser les activités Total en Russie en 2018. Voilà, donc il critique très clairement Total pour continuer à faire du business avec les Russes. Et le PDG de Total lui a répondu. Je vais vous partager la vidéo et c'était un moment assez fort. C'était hier dans la matinale. RTL. Exactement.
Je ne sais pas si je crois que Célestine, toi, tu l'as déjà vue. Oui, tu veux que je la refasse? T'as pas la ressource si elle est là. Si, j'ai la ressource. On l'écoute. Si je viens vous voir ce matin, c'est parce que quelque part, je suis un patron en colère. Quand M. Jadot accuse les 100 000 salariés de Total. C'est gravissime, c'est une insulte. Est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas des êtres humains et que nous ne réfléchissons pas tous les jours? Vous avez porté plainte? Ici, là, j'ai la photo de 2 personnes. Ces 2 soldats ukrainiens, ce sont 2 employés de Total Energy. Ce sont les 2 héros de mon entreprise aujourd'hui. Et on nous accuse de crime, mais c'est pas acceptable. Monsieur Jadot, d'ailleurs, au passage, il passe son temps à dire du mal de mon entreprise. Ce que j'observe, c'est que ça le fait baisser dans les sondages. Il ferait mieux de s'occuper de sa campagne et d'arrêter de nous insulter. Voilà ce que je pense. Donc, on est des gens responsables. On prend le temps de réfléchir. On me dit, retirez-vous de Russie. Je lâche tout, j'arrête d'amener le gaz russe aux Européens qui en ont besoin, alors que les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner? Parce que sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie européenne. Et moi, je dois décider tout seul, parce que je suis PDG d'un grand groupe, j'arrête le gaz russe, j'arrête le pétrole russe. On cherche des solutions. Si hier, j'ai annoncé sur le pétrole, c'est qu'à mes bornes, Total Energy, je sais remplacer ce pétrole et ce diesel. Le gaz, je ne sais pas le faire. Ah ouais. On peut pas dire que, en tout cas, le chat soit convaincu par cette explication. En tout cas, alors je ne sais si l'explication est convaincante ou pas, je laisse chacun libre de sa pensée. Juste, ça pose une question, en fait, c'est que on a plein d'entreprises, notamment des entreprises britanniques type BP, etc., qui annoncent se retirer de Russie. Mais est-ce que c'est viable? Et est-ce que, en fait, il ne faut pas réfléchir 2 secondes? En fait, on sait pas bien, et déjà, on ne sait pas bien ce que ces entreprises-là font en Russie. Est-ce qu'elles peuvent partir aussi? Et est-ce qu'elles peuvent partir? Parce qu'il y a des contrats derrière, enfin, c'est des indemnités de départ qui, du coup, sont versées à la Russie. Enfin bref, c'est des questions qui sont beaucoup plus compliquées. Et pour le chat, peut-être, qu'est-ce que pense le chat de ça? Est-ce que les entreprises françaises devraient partir de Russie? C'est qu'il y a encore un gros nom qui s'est retiré de la Russie aujourd'hui, c'est Renault, je crois, qui a annoncé qu'ils allaient cesser leurs activités en Russie. Donc il y a quand même aussi des énormes noms qui sont aussi soumis à des gros contrats en Russie qui prennent quand même le choix de quitter le territoire russe. Donc, oui. c'est sûr qu'avec entre l'annonce avec l'annonce de Renault, c'est vrai que la communication de M. Pouyanné peut facilement être mal interprétable, quoi. C'est clair. Après, c'est sûr qu'il y a une sortie de Yannick Jadot qui est... c'est sûr qu'il a besoin aussi de ce genre de sortie à partir du moment où il stagne aussi assez bas dans les sondages et qu'il a besoin aussi de sorties comme ça. Et c'est sûr que les propos sont assez violents, là. Je suis désolé, Célestine, mais tout à l'heure, tu nous as dit que tu n'étais pas un ex-politique, donc tu n'as absolument pas le droit de porter la casquette d'un ex-politique 5 minutes plus tard. Donc, non, mais je te condamne au silence. Désolé. Non, très bien, passons. Sympa l'ambiance. Non, Célestine, tu peux être analyste de absolument ce que tu veux. Hein. Non, c'est pas une analyse, mais c'est simplement, on peut questionner aussi. Parce que les propos sont quand même assez violents. Après, justifié ou pas, c'est pas à moi d'en juger là-dessus. Après, ouais, voilà, c'est aussi un exercice de com pour l'un comme pour l'autre. Hein, et pour les entreprises qui sont là en Russie et qui sont en train de partir, c'est un exercice de com aussi. Enfin, faut être aussi lucide là-dessus, quoi. En sachant que oui, c'est sûr. SB Show indique apparemment Jadot aurait récidivé ce matin sur France Info. Donc, il a insisté. Bon, n'hésitez pas à vérifier l'information, on ne sait pas si elle est fiable, mais n'hésitez pas. Non, ouais, sur France Info, Yannick Jadot a réitéré ses propos. Mais est-ce qu'ils ont porté plainte Total? Est-ce que Patrick Alors, Pouyanné a porté ils plainte ont dit qu'ils allaient porter plainte contre Yannick Jadot. D'ailleurs, c'est le PDG qui l'a dit, qu'ils allaient porter plainte, j'imagine en diffamation, parce que, oui, voilà, on nous dit oui pour diffamation. Au niveau du tout, il faut peut-être devoir avancer à ta prochaine actu. Ouais, je vais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine, lundi plus précisément. Il y a eu plein de manifestations en France contre la hausse des prix du carburant, ce qui est assez paradoxal parce qu'en parallèle, pour la première fois depuis le début de l'offensive russe, et d'ailleurs pour la première fois depuis plusieurs mois, les prix du carburant baissent. On est passé en moyenne en France sous la barre symbolique des 2 € le litre. Bon, ça reste c'est cher quand même. ça reste des pleins qui sont super chers.
Et donc partout en France, il y a eu des opérations escargots, des barrages filtrants, il y a même eu des pêcheurs qui ont bloqué le port du Tréport. Et il y a les taxis qui ont manifesté à Marseille. D'ailleurs, Célestine fait un accent marseillais absolument formidable. Célestine, je ne sais pas si tu veux nous... Ouais, Pas t'es allé trop loin, Arthur. Ouais, Pour je ceux qui sens que j'étais trop loin. Non, mais je Je suis sens que la j'étais trop loin. souffre-douleur de ce live, je tiens à le dire. Ouais, mais c'est pas grave, c'est Il en faut, il en comme faut. Vivial. Là c'est l'accent marseillais. Bon, alors, parle-nous de tes manifestants plutôt. Oui, mes manifestants. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Les taxis, ils demandent le retour de la taxe de la TVA sur le pétrole à 5,5%. Est-ce que je peux poser une colle à l'un d'entre vous? Bah, Quentin. Allez, Quentin, à combien est la TVA sur le pétrole actuellement? Ah ah! Moi, je répondrai par un silence, de cas. Je vais faire la même. Je fais la même méthode que Célestine, je réponds par un silence. Sauf si le chat veut bien m'aider. Ah, peut-être que le chat peut aider. Est-ce Peut-être que que le chat peut aider. peut-être Monsieur Naon, Bah, finalement, Monsieur Naon, Eric Naon, enfin. Monsieur Eric Naon, vous Naon. avez l'air. sur Non, le... Ah, on dit 5,5 ici. Ouais, ils moi, ont Google, ils ont à Google. titre personnel, je dirais 5,5. Mais. Moi aussi. Alors, c'est plutôt, donc, je précise ma requête, la TVA sur l'essence. Alors, laisse-moi y réfléchir. Non, mais là, c'est pas le. Enfin, faut pas nous laisser se taper la honte comme ça, Arthur. Oui, Tu c'est vrai. peux donner la réponse assez Bon, vite. quoi. bref, c'est en gros 20%. C'est 20%. Ah ouais, c'est Ah énorme. oui, d'accord. Ce qui est assez énorme. Il y a eu une aide de 400 millions d'euros pour les transporteurs qui a été annoncée par le gouvernement. Eux disent que c'est pas assez, que en gros pour les camions ça leur fait un chèque de 1 300 €, pour les autocars ça leur fait 1 000 € et pour les petits transporteurs ça fait 200 €. Donc pour eux c'est pas assez et ils continuent de manifester. Et on verra, notamment dans le contexte de la campagne présidentielle, on en parlait tout à l'heure, mais ça reste aussi une problématique, celle de l'inflation et notamment des prix de l'énergie qui est centrale pour tous les candidats. Ouais, t'as bien raison là. T'as bien raison. Surtout la thématique, c'est sûr, du pouvoir d'achat, c'est quand même. Mais je ne vais pas prendre ma casquette d'analyste politique ce soir. C'est dommage. Quentin, je ne sais pas où on en est niveau de temps, mais tu me dis quoi? Écoute, on va enchaîner, je pense, mais avec la Ouais. dernière chronique avant d'aborder le gros morceau qui est l'entretien. Je vais clôturer cette première partie avec une petite chronique. J'avais envie de vous parler d'un film, enfin d'un documentaire qui s'appelle Into Eternity. C'est un documentaire qui revient sur le site Onkalo. Donc Onkalo, c'est un site de stockage de déchets nucléaires en Finlande. Donc un documentaire qui est sorti en 2010 par Michael Madsen, qui a été primé. Je vous propose de regarder tout simplement la bande-annonce et puis après, on discutera un petit peu de la question du stockage des déchets nucléaires. Sortez le popcorn. The world above ground is unstable. I am now in this place where you should never come. We call it Onkalo. Onkalo means hiding place. Onkalo must last 100,000 years. Nothing built by man has lasted even a tenth of that time span. But we consider ourselves a very potent civilization. Radioactivity is in the air for you and me.
J'ai eu très Alors, peur. J'ai eu très peur. Ouais, c'est alors effrayant. évidemment, il y a un côté très biblique, hein, mais alors qu'est-ce que c'est Into Eternity? Comme je disais, c'est un documentaire alors qui ne revient pas du tout sur le débat pro ou anti-nucléaire, qui s'intéresse vraiment à cette question, comment stocker les déchets à haute activité. Alors, il faut savoir que les déchets nucléaires sont classés en plusieurs catégories, et la catégorie qui est la plus concernante, c'est la catégorie à haute activité et à longue vie. Alors, on parle de déchets qui peuvent durer pendant plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Le chiffre qui a été donné voilà, dans le documentaire, c'est 100 000 années d'activité, de radiation pour certains déchets. Alors, qu'est-ce que c'est que Onkalo? Onkalo, c'est un site finlandais où ils sont en train de créer une galerie minière de plus de 500 mètres de profondeur. L'objectif, c'est de stocker là-bas plein de déchets nucléaires vitrifiés, de faire en fait un sarcophage à déchets nucléaires. Et une fois que le site sera rempli, on fait sauter l'accès au site, on comble les galeries et on oublie le site, on n'en entend plus jamais parler. Le but, il est double, c'est déjà de pouvoir stocker les déchets nucléaires, mais surtout, c'est qu'ils ne soient plus accessibles à l'humanité pendant les fameux 100 milliers d'années, puisque on ne sait pas ce qui pourrait en être fait plus tard. Alors, il y a aussi un autre enjeu qui va avec ce projet, c'est cette question de comment communiquer avec l'humanité future. C'est une fois qu'on a stocké les déchets, c'est très bien, mais ensuite, comment est-ce qu'on s'assure que dans 100 000 ans, avec une humanité qui n'a pas les mêmes codes, pas la même communication, on ne sait pas si elle aura évolué ou si au contraire, elle sera redevenue à une sorte d'âge de pierre, etc. Comment on empêche l'humanité d'accéder à ce site? Donc c'est un documentaire qui est très intéressant, qui aborde toutes ces thématiques que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette technique du stockage, donc on appelle ça le stockage en couche géologique profond. Est-ce que c'est une technique qui est vraiment si inédite que ça? C'est qu'en Finlande que ce genre de choses se pratique? Alors en fait, pas du tout. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, la gestion des déchets nucléaires, c'est quelque chose qui a été anticipé dès le départ par le secteur du nucléaire. C'est-à-dire que dès que le nucléaire civil s'est développé, ça s'est très vite accompagné de réflexions sur comment on conserve les déchets, etc. Par exemple, dès 1959, il y avait déjà des grosses conventions, des grosses conférences entre l'UNESCO, entre l'Agence internationale pour le nucléaire, etc., pour savoir pour faire en fait un inventaire des différentes méthodes envisagées. Et dès 1969, il y avait des colloques internationaux qui étaient organisés pour réfléchir à cette question de stocker sous terre les déchets nucléaires. Et en fait, il faut savoir que dès les années 80, c'est devenu un consensus dans le secteur que la meilleure solution, c'est de stocker dans les profondeurs. Ce qui fait que Onkalo, aujourd'hui, ce n'est pas un cas par ça. Il y a d'autres projets qui existent, notamment il y a le projet de CIGEO à Bure qui fait beaucoup parler. Et on a beaucoup entendu parler, ouais. On a beaucoup entendu parler, justement. Même Arthur depuis son bocal. Hein. Ouais, même Arthur depuis son bocal. C'est dire. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de difficultés pour mettre en place ce genre de projet. Ce n'est pas des projets où on ne décide pas de créer un centre de stockage et ensuite on a juste à creuser des petites galeries. Non, c'est très très long. Pour donner une idée, Onkalo, c'est un projet, la construction des galeries a débuté en 2004 et c'est en 2120 qu'on estime que le site sera achevé. Dans longtemps. Ouais, c'est dans très très longtemps. Mais tu seras encore vivante, Célestine. Tu es immortelle. Elle sera immortelle, elle reviendra hanter les galeries d'Onkalo. Je serai toujours à l'IPJ, je pense. Alors moi, justement, je voulais revenir un peu sur les différentes difficultés que peut rencontrer ce projet, qui en soi peut apparaître comme la solution. Alors déjà, la première difficulté, c'est que ça nécessite une projection sur le très 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 long terme. On parle sur une projection sur 100 000 ans, et notamment une projection sur le mouvement des sols, une projection géologique. Il y a un exemple qui est assez parlant, c'est Yucca Mountain. Alors Yucca Mountain, c'est une zone dans le désert de Mojave. Peut-être qu'il faut juste préciser que c'est pas Yucca l'application. Hein. Non, c'est pas Yucca, c'est Yucca avec 2 C. Merci. Yucca Mountain, il y avait un projet de construire un centre de stockage de déchets nucléaires à Yucca Mountain qui a été initié par les Américains au début des années 2000. Ils ont commencé à financer le projet, à bâtir des laboratoires sur place, etc. Et puis,
ils ont refait une analyse, une cartographie géologique dans les années en 2007, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient mal situé une petite faille géologique de l'endroit, et ils ont décidé de suspendre le projet pour ne pas prendre le risque qu'il y ait un mouvement de terrain à horizon 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 ans. Donc ça, c'est une première difficulté. Une deuxième difficulté, c'est la question de l'adhésion de la population, puisque évidemment, sans doute, lorsqu'on propose de stocker des déchets nucléaires 500 mètres sous tes pieds, pour beaucoup, ça peut poser problème. Alors, Oui, évidemment, il y a des contre-exemples. Je veux dire, récemment, en Suède, il y a le village de Forsmark qui a réussi à obtenir la construction d'un stockage de déchets nucléaires, et ils en sont très contents. Mais en général, on observe beaucoup de cas de réticence. Et un exemple assez connu, c'est le cas français avec le cas de Bure. Pour revenir rapidement sur l'histoire des centres de stockage nucléaire en France, avant Bure, il y avait d'autres sites qui avaient été prospectés, d'autres sites qui avaient été envisagés. Et à chaque fois, ça a créé d'énormes contestations, d'énormes manifestations de la part de la population locale, à tel point que la justice française a décidé d'encadrer la chose. En 91, ils ont mis en place une loi qui stipule que pour bâtir un centre de stockage géologique de déchets nucléaires, il faut à la fois les analyses adaptées, des analyses scientifiques adaptées, mais il faut aussi l'adhésion de la préfecture et l'adhésion d'une majorité de la population. Bure, par exemple, le choix de Bure, ça a été. C'est où Bure d'ailleurs? Bure, c'est. La Tu n'as colle! pas regardé. Alors, justement, si, j'ai C'est regardé. assez honteux, je trouve. Ouais, franchement, journaliste en carton, quoi. C'est en Lorraine. Ce serait. En Non, oui, Lorraine, c'est dans. évidemment. C'est chez moi, c'est dans la Meuse, Dans la Meuse, voilà. Ah, c'est chez Oui. toi, Célestine? Pas la Meuse, mais à côté. Donc, il y a plus de déchets nucléaires que d'habitants dans ce département, je pense. Effectivement. Sympa. Ah, Non, j'adore la Meuse. Il y a des questions intéressantes dans le chat. Quelqu'un nous demande, Ouais. on a pensé à les envoyer dans l'espace. Alors, oui, on a pensé, c'était une des premières théories, une des premières pistes qui était envisagée, mais en fait, il y a eu un problème tout simple, c'est que oui, c'est très bien d'envoyer les déchets dans l'espace ou de les envoyer dans le soleil ou tout ce qu'on veut, mais le problème, c'est qu'il faut les envoyer dans l'espace. Et si la fusée avec les déchets nucléaires se met à exploser à la surface, C'est pas bon. comment dire que c'est pas le scénario le plus radieux? Il y a d'autres hypothèses qui ont été évoquées, notamment celle de laisser les déchets nucléaires, de balancer les déchets nucléaires dans la mer et dans les profondeurs marines. Ah, Ça a c'est été sympa. fait. Pauvre Arthur dans son bocal, t'imagines? Ça a été fait assez longtemps, jusqu'à ce que certains scientifiques se disent, mine de rien, c'est pas forcément la meilleure idée. C'est pas parce que c'est dans l'eau que ça cesse d'irradier. Bref, en tout cas, voilà, je reviens sur la question de l'adhésion de la population. C'est quelque chose qui est assez compliqué, et même Bure, où tout rentrait dans les clous, je veux dire, la population a majoritairement adhéré à ce projet. On voit quand même aujourd'hui qu'il y a d'énormes débats, d'énormes discussions, et qu'il y a plein de rapports qui se confrontent pour savoir si c'est vraiment une bonne idée et si on continue le projet, etc. En tout cas, on a un gros c'est débat clair. dans le chat. Il y en Ah, il y a un a gros qui débat. disent qu'il faudra les mettre dans les piscines pour qu'elles soient chauffées. Ah oui. Ça, c'est vrai que c'est une très très bonne technique. C'est Enfin, faut-il peut-être avoir une Ça doit piscine. coûter cher aussi. et c'est peut-être le dernier bain de sa vie, mais c'est un sacré bain, ça, pour le coup. C'est Ouais, marrant. mais c'est compliqué. Mais c'est vrai que sur les déchets nucléaires, c'est un petit peu aussi le gros nœud du problème. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, c'est toujours un petit peu la même question. Et là, Et oui, qu'est-ce vas-y, Quentin. mais qu'est-ce qu'on en fait? Il y a aussi cette question, et j'enchaîne sur une autre difficulté, c'est qu'est-ce qu'on en fait au présent, mais aussi qu'est-ce qu'on en fait pour le futur? Parce que ça aussi, c'est l'une des grandes inquiétudes et une des grandes difficultés que rencontrent les gens qui travaillent sur les centres de stockage de déchets nucléaires. C'est comment justement, comme je disais tout à l'heure, on empêche les gens d'y aller. Et alors là, il y a eu plein de choses farfelues qui se sont faites. Par exemple, dans les années 80, il y a une force, une sorte de commando d'intellectuels qui s'est formé aux États-Unis, où c'était composé de théologiens, d'écrivains de science-fiction, d'universitaires, etc., qui réfléchissaient
comment est-ce qu'on empêche les gens d'accéder à ce genre de centres de stockage dans le futur. Et il y a eu plein de théories d'idées qui ont été émises. Il y a notamment une idée que j'aime beaucoup de Thomas Seybock, qui est un sémiologue et un théologien, qui proposait justement de créer une religion, de créer ex nihilo une religion, le culte atomique, et en fait de créer un système de valeurs, de créer un système, de créer tout simplement une nouvelle religion que l'on bâtit petit à petit au fur et à mesure des siècles, pour que, à terme, l'humanité ne vienne pas dans ce genre de sites, parce que ce sont des espaces sacrés et qu'il ne faut pas y aller, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui... Enfin, c'est assez farfelu. Ça part quand même très loin. Sacrée histoire. Il y a une dernière question. Il y a une question quand même économique et géopolitique. Ça coûte quand même très très cher, ce genre de site. Ça ne peut pas se construire en un claquement de doigts. Par exemple, le CIGEO, donc le projet de stockage à Bure, c'est à peu près 25 milliards d'euros. Le site annulé, le suspendu de Yucca Mountain aux États-Unis, c'était au moins 60 milliards, et encore, ils avaient réalisé que c'était sans doute pas assez. Et donc, il y a la question, les pays qui ont des déchets nucléaires, mais qui n'ont pas les moyens de faire ce genre d'infrastructure, comment est-ce qu'ils font? Et là aussi, il y a quelques pistes qui ont été abordées. Je conclurai sur l'exemple de l'Australie. L'Australie, en 2016, ils avaient proposé de construire un centre de stockage nucléaire sur leur sol et de permettre à tous les pays de l'Indo-Pacifique d'y stocker leurs déchets nucléaires. L'idée, c'était de faire une sorte de centre de stockage international pour gérer un problème qui est avant tout un problème qui dépasse les frontières et un problème mondial. Oui, donc tu n'as pas résolu le problème. Donc, on n'a pas résolu le problème, et c'est un sujet évidemment qui est très très dense, très très épineux. Donc, on a fait presque une émission, quoi. Oui, là, Quentin, tu nous as assommé de bonnes histoires, et c'était super intéressant. Alors peut-être qu'on peut... Oui, pardon. Je réponds à un commentaire dans le chat, juste pour faire cette chronique, où c'est Pascal Guéné qui dit qu'il n'y a pas seulement les déchets, il y a aussi le démantèlement des centrales en fin de vie. En fait, c'est ce qui découle du démantèlement est déjà considéré comme déchets. Et en fait, ce ne sont pas des déchets qui relèvent de la catégorie haute activité et longue durée. Donc, ce n'est pas les déchets qui durent le plus longtemps et qui ont la plus de radiation. Ils appartiennent à une autre catégorie, et ces déchets sont souvent stockés à l'air libre, ou en tout cas en surface. Il y a d'autres méthodes qui ont été mises en place pour ce genre de déchets. Ok, merci beaucoup. Peut-être qu'on va passer, parce qu'on a quand même notre invité qui patiente. Je le rappelle, en début d'émission, on avait un peu abordé la thématique, c'était la question de l'indépendance énergétique de l'Union européenne. Et je pense que c'est assez intéressant d'interroger même cette question. Moi, j'ai parlé un peu de nucléaire en début d'émission, mais finalement, l'indépendance énergétique, ça veut dire quoi en fait? Parce que le nucléaire, est-ce qu'on est indépendant avec le nucléaire, sachant qu'on importe l'uranium? En fait, ça veut dire quoi, tout simplement? Et peut-être que Quentin, tu peux présenter l'invité que voilà, Édouard Civelle. Bonjour. 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 Avant même de présenter Monsieur Civelle, je vous laisse peut-être même vous présenter vous-même. Ça sera peut-être moins gênant et plus précis. Plus juste. Merci, mec. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, Monsieur Civelle. Il y a un problème de son qui vous fait passer pour le troisième membre de Daft Punk. Donc, vous êtes irradié selon... Alors, il faudrait reconnecter nos micros. Vous m'entendez? Non. Aïe. Est-ce que vous avez peut-être des écouteurs avec micro? C'est possible de... Ça a l'air mieux. Je crois que ça va mieux. Est-ce que c'est bon là? Voilà, vous voilà revenu parmi les vivants. Formidable. Bon, cette
c'est bon. Alors moi, j'ai Oui, pas c'est- le casque. J'ai Moi non plus. pas le fond de couleur fancy. Je suis désolé. Le bocal. Fallait me prévenir en même temps. Hein. Fallait me dire qu'il fallait prévoir quoi pour moi, du rouge, du coup, je sais pas. Non. Donc oui, je disais, je m'appelle Édouard Civelle, je suis chercheur à la chaire d'économie du climat, qui est une chaire de Dauphine et en poste aussi à l'école polytechnique. Et à côté de ça, je suis premier adjoint dans le 5e arrondissement où je m'occupe aussi de questions d'écologie urbaine. Donc j'essaye de croiser un peu l'étude et la pratique sur ces sujets-là. Parfait. Alors, on va, pour un peu lancer cette discussion, on va poser une question peut-être très large, très générale, pour que tout le monde dans le chat soit un petit peu au clair. Lorsqu'on parle d'indépendance énergétique, en fait, de quoi on parle exactement? Qu'est-ce que c'est l'indépendance énergétique? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question surtout parce qu'en fait, ça dépend du scope finalement, j'ai envie de dire, qu'on va prendre. Globalement, aujourd'hui, quand on regarde la situation de l'Union européenne, on est en situation, on va dire, de dépendance énergétique parce que l'essentiel de l'énergie qu'on va consommer, c'est du pétrole, du gaz, du charbon, des énergies fossiles qu'on ne produit pas chez nous, ou alors peut-être un peu de charbon. On a un peu des mines de charbon quand même en Allemagne, en Pologne, mais sur le pétrole et sur le gaz, on en consomme énormément pour faire rouler les voitures, pour chauffer les maisons, pour produire de l'électricité, pour faire tourner l'industrie. Et cette énergie, donc, elle est nécessaire à toute une série d'activités de notre vie quotidienne, en fait, ou visibles ou cachées. Et en fait, aujourd'hui, on ne les produit pas sur le sol européen, donc on est obligé de les importer. On importe du pétrole, notamment de Russie, d'Arabie Saoudite, parfois d'Amérique du Sud. On importe du gaz, essentiellement de Russie, et je pense que ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Il y a à peu près 45 à 50%, alors ça dépend des années, mais du gaz qu'on consomme en Europe qui est russe. Et donc, qui est amené par des gazoducs. On a construit des gazoducs, des longs tuyaux qu'on a tirés depuis Moscou jusqu'à Berlin, jusqu'à Paris, pour en fait amener des quantités phénoménales de gaz jusqu'en Europe, parce qu'on n'en produit pas sur le territoire et qu'on en a besoin, qu'on a construit nos économies depuis 150 ans, depuis la révolution industrielle, sur l'utilisation d'énergies fossiles dont qu'on n'a pas dans notre sous-sol. Et donc, on a été habitué à avoir des énergies qui n'étaient pas chères. Donc, on se disait, c'est pas grave, on achète ça à l'étranger. Finalement, est-ce que c'est vraiment une dépendance? Il y en a, manifestement, il y a plein de pays qui en ont, il n'y a pas de problème. Et en fait, aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas tellement de pays qui en ont, et surtout que c'est très, très cher, et que en fait, ça commence à peser énormément à la fois sur les ménages. Hein. Vous parliez tout à l'heure finalement des nouvelles manifestations qu'il y avait sur le prix de l'essence, sur le prix de l'électricité. C'est ça, en fait. C'est notre dépendance à ce genre d'énergie qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un phénomène géopolitique majeur tel que la guerre en Ukraine, que vous avez des tensions sur le marché mondial de pétrole, les ménages en France, ils vont sentir tout de suite la différence. Lorsque on a vu beaucoup avec le conflit russo-ukrainien, on a beaucoup entendu parler de cette expression du robinet à gaz, Poutine qui pourrait fermer le robinet à gaz. C'est quelque chose, l'image bien sûr, c'est imagé, mais est-ce que c'est vraiment possible en fait? Il peut vraiment du jour au lendemain couper le gaz, le robinet à gaz? Alors, en théorie, tout est possible. Donc, on va dire qu'il pourrait faire ça. En réalité, c'est très peu probable qu'il le fasse. Pour une raison très simple, qui est qu'en fait, aujourd'hui, alors certes, nous, on a besoin du gaz russe et du pétrole russe. Donc, je vous donnais un exemple. Hein, c'est 45% à 50% de notre gaz qui vient de Russie en Europe. La Russie, c'est aussi à peu près 10% de la production mondiale de pétrole. Hein. Donc, c'est aussi sur le marché du pétrole. Donc, est-ce qu'il peut fermer le robinet? Oui, il peut fermer le robinet. Mais s'il ferme le robinet, il perd 700 millions d'euros par jour que envoie l'Union européenne à la Russie pour lui acheter du gaz tous les jours. Donc, est-ce qu'il a vraiment intérêt?
enfin, 700 millions, les exportations d'énergie en Russie, c'est un tiers du budget russe. Mmh. Et ça couvre, on va dire, quand même à peu près des montants équivalents à celui du budget militaire russe. Donc, est-ce que M. Poutine, aujourd'hui, il a intérêt à mettre un terme à finalement des ressources pécuniaires dont il a probablement besoin pour mener sa guerre? Je pense que c'est assez peu probable. Après, est-ce que nous, Européens, on veut dire fermer de notre côté le robinet, en fait? Parce que finalement, il y a le robinet de son côté, mais il y a celui d'une autre. 700 millions d'euros par jour, tout à fait. 700 millions d'euros par jour qui partent de l'Europe vers la Russie. C'est énorme. Donc voilà, il y a ces deux robinets-là. Il y a le robinet côté russe et il y a le robinet côté européen. Et si on veut fermer le robinet côté européen, mais ça vous avez vu, qu'on en discute au niveau de la Commission européenne, mais c'est pas évident. C'est pas évident de pouvoir se passer du jour au lendemain d'autant de ressources énergétiques alors qu'on a construit toute notre économie là-dessus. Ouais, justement, pourquoi est-ce qu'on a construit notre économie là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher du gaz ailleurs, en Algérie par exemple, ou dans les pays qui sont dans d'autres pays en fait, tout simplement? Alors en fait, ça, historiquement, c'est parce que le gaz, on ne savait pas trop le transporter autrement que par gazoduc. Donc, c'est pour ça qu'essentiellement, on avait du gaz russe. Ce qui est assez drôle, c'est que si vous regardez les cartes de mouvement de gaz chaque année depuis 10 ans, en fait, vous voyez qu'au cours des 6 dernières années, vous avez eu une grosse évolution, qui est que vous avez eu une augmentation très, très forte du gaz naturel liquéfié. C'est-à-dire que maintenant, on commence à être capable de transporter du gaz par bateau. En fait, mais parce ça que coûte du pas gaz, cher. ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher, mais on a fait des progrès technologiques et surtout, ça coûte très cher à construire. C'est-à-dire les stations de liquéfaction, c'est-à-dire pour transporter du gaz par bateau, on le liquéfie, donc on le met à moins 178 degrés, quelque chose comme ça. Et ensuite, il faut le regazéifier une fois qu'on arrive dans les différents ports. Bon, ces facilités-là, ces installations-là, c'est en gros 1 milliard l'installation en ordre de grandeur. Donc, si vous voulez, ça coûte extrêmement cher. Mais on a commencé à en développer et donc petit à petit, on a de plus en plus de gaz qui se transporte par la mer et notamment on obtient du gaz du Qatar en fait de cette manière-là. Oui, moi je pensais des États-Unis en fait, mais visiblement pas que des États-Unis. Aussi un petit peu des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis maintenant, grâce au gaz de schiste, ils ont commencé à être autosuffisants en gaz et même à pouvoir en exporter. Et Barack Obama, à la fin de son mandat, de son deuxième mandat, il a autorisé les États-Unis. C'était une loi. Les États-Unis n'avaient pas le droit d'exporter du gaz. Et il a fait passer une loi pour que maintenant les États-Unis puissent exporter du gaz. Donc, quand M. Biden dit la semaine dernière, ah ben moi, en fait, désormais, je vais laver plus blanc que blanc, je n'importe plus de gaz russe. Bon, il n'en importait déjà pas. Donc, c'est un peu facile à dire, on va dire. C'est plus facile à dire pour lui que pour les Européens, évidemment. Et en Europe, quand on parle d'importer du gaz qui vient des États-Unis, il y a la question de la fraction hydraulique. J'ai lu ça dans. Il sort les grands mots. Oui, je me suis un peu renseigné. Fracturation hydraulique. Voilà, la fracturation hydraulique. Alors, on a le mot complet, c'est parti. Voilà, je me suis ridiculisé, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et est-ce que vous pouvez nous dire quel problème ça pose? Alors, la fracturation hydraulique, en fait, il y a plusieurs types on va dire, de poches de pétrole. Les poches un peu classiques, c'est en gros, vous avez une espèce de puits à un endroit et vous avez une poche remplie de pétrole. Vous creusez un trou à la verticale et hop, vous aspirez et vous avez avec une sorte de paille et puis hop, vous tirez le pétrole du sol. La fracturation hydraulique, c'est l'idée qu'en fait, vous n'avez pas du pétrole dans une poche, il n'y a pas une poche, on va dire, d'air qui est remplie de pétrole. C'est une roche, un peu comme une éponge, une roche avec plein de trous, si vous voulez, un peu spongieuse, voilà, qui va être gorgée de pétrole ou de gaz. Et en fait, souvent en long. Et donc, alors, c'est une technologie qu'on a mis un peu de temps à développer aux États-Unis, mais qu'ils ont réussi à développer et qui leur permet aujourd'hui de produire beaucoup de pétrole et de gaz. En fait, là, votre paille, elle est un peu spécifique, elle fait une espèce de coude, elle vient comme ça en longueur, et vous allez injecter du produit chimique de manière à ce que ça pète la roche,
et du coup, ça met sous pression en fait tout le pétrole et vous arrivez à tirer le pétrole comme ça. Donc en fait, si vous voulez, c'est une technique un peu sophistiquée qui vous permet d'aller chercher du pétrole qu'avant on ne savait pas aller chercher. Et en fait, ça c'est le truc un peu vicieux avec le pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, quand le prix augmente du pétrole, ben, vous stimulez la recherche, l'innovation et les nouvelles idées pour aller chercher du pétrole qu'avant on n'était pas capable d'aller chercher. Et du coup, vous trouvez de nouveaux gisements de pétrole. Et il y avait quelqu'un qui parlait, qui posait la question dans le chat, j'ai vu, et le pic pétrolier dans tout ça. Mais en fait, le pic pétrolier, c'est qu'à chaque fois qu'on a des augmentations du prix du pétrole, en fait, on se rend compte qu'on a des nouvelles ressources de pétrole un peu cachées partout. Et le problème, finalement, c'est pas qu'on n'a pas assez de pétrole sur Terre, c'est qu'on en a beaucoup trop et qu'il faut réussir à convaincre l'économie à laisser le pétrole sous terre parce que sinon, on va avoir on a un réchauffement climatique qui s'emballe. Donc, en fait, c'est le problème. Oui, le pétrole, bah, ça dépend parce que parfois, vous avez des steps technologiques qui font que vous pouvez avoir vous avez un pétrole plus cher, donc vous faites de la recherche et finalement, hop, vous trouvez une technologie qui vous permet d'avoir beaucoup plus de pétrole. Et vous savez, le pétrole, après, bon, ça, vous êtes à Dauphine, j'ai compris. Donc, normalement, la question de l'offre et de la demande, c'est quelque chose que vous devez avoir un On est peu au vu. point. On est Bien au point. sûr, Ouais. bien sûr. Bien sûr, évidemment. Donc, voilà. Donc, quand vous augmentez l'offre, eh ben, le prix peut diminuer. Enfin, bon, ça, c'est des cas un peu particuliers. Et justement, on a une question de Pascolisson qui en est-il du gaz de schiste et des polémiques sur son exploitation. Engie va visiblement opter pour cette solution pour ne pas dépendre du gaz russe. Alors, donc en effet, pour en revenir, le gaz de schiste, c'est quelque chose c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, Oui, c'est oui. le pétrole de schiste, le gaz de schiste, c'est ce qu'on a dans le sous-sol américain. On a commencé à chercher ça en Europe. Alors en Europe, quand on a commencé à essayer de faire ça, c'est Total au début qui a essayé de faire ça en Pologne notamment. Le problème, c'est qu'en fait, les structures, cette technologie, évidemment, ça dépend vachement du type de structure géologique que vous avez. Et donc, les structures géologiques qu'on avait d'abord, ils ont commencé à chercher en Pologne, et puis en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas très bon. Et après, l'autre pays où on pensait qu'on avait beaucoup de ressources, c'est en France. Mais en France, on a décidé qu'on mettait un moratoire là-dessus. Il y a eu un moratoire d'abord au début des années 2010 sur l'exploration pour les gaz de schiste. Et ensuite, vous avez eu la loi en 2018 qui a statué qu'en fait, on ne ferait plus de toute façon de nouveaux permis d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire français. Donc, en France, on a décidé de mettre cette question-là de côté. Parce que c'est dangereux aussi quand même. Enfin, parce que, alors, en effet, il y a des questions sur la pollution, parce que quand vous envoyez beaucoup de produits chimiques, il y a des questions de pollution de nappes phréatiques souterraines notamment. Donc ça en effet, c'est des vrais sujets c'est des vrais sujets environnementaux. Pour revenir sur la question des dépendances énergétiques, par exemple, par rapport au nucléaire, on entend beaucoup que le nucléaire, justement, est une façon d'assurer son indépendance énergétique. En tout cas, la France, par exemple, l'a présenté comme telle. Sauf que, justement, en France, pour prendre le cas français, la France importe son uranium. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que le nucléaire est vraiment une solution pour une indépendance énergétique, ou est-ce que ça déplace en fait la dépendance ? C'est une très bonne question. En fait, l'uranium, on va dire que les ressources, elles sont quand même assez diverses et qu'en fait, on a déjà provisionné pas mal de ressources en France sur l'uranium. Donc, on va dire que et puis, alors, il y a aussi un cycle du combustible qui fait qu'on peut réutiliser pas mal le combustible une fois qu'il est passé dans les centrales. Donc, il n'y a pas de tension aujourd'hui sur l'uranium et on n'attend pas de tension sur le marché de l'uranium dans les années à venir. Je pense que en tout cas, des différentes problématiques qu'on peut avoir sur le nucléaire. Vous avez parlé des déchets tout à l'heure. Vous avez mentionné la question de qu'est-ce qu'on fait des déchets. La question du coût du nucléaire aussi. Hein. Je pense que c'est le sujet principal d'ailleurs. Hein. Donc, les sujets des risques, évidemment, parce que vous avez dit, hein, la Belgique, finalement, elle veut maintenir ses centrales, mais l'Allemagne qui est à côté, elle dit, moi, je suis pas tellement d'accord, parce que moi, j'ai décidé de sortir du nucléaire suite à Fukushima. J'ai pas spécialement envie qu'il y ait un accident à 20 km de ma frontière. Donc, je pense qu'il y a plein de questions sur le nucléaire.
est-ce que la question je pense que par contre, la ressource en uranium aujourd'hui, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit comme étant un sujet de tension économique, en tout cas. Justement, peut-être pour rebondir ce que vous disiez sur l'Allemagne, on voit qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne en termes de dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, même si l'Europe l'est, mais par exemple la France, on est un peu moins dépendant visiblement du gaz russe. Vous disiez effectivement que l'Allemagne est sortie après la catastrophe de Fukushima, etc. Mais est-ce que c'est vraiment pour ça que l'Allemagne a décidé d'arrêter le nucléaire et pourquoi l'Allemagne a fait le choix, dans ce cas, de miser sur le gaz russe? Alors, en tout cas, la décision de sortir du nucléaire, elle s'est faite après Fukushima. L'opinion publique, et je pense qu'il y a aussi ce qui a joué aussi, c'est que dans les majorités allemandes, les Verts sont souvent quand même associés. C'est un système de gouvernement majoritaire parlementaire qui fait la part belle aux coalitions, et donc les Verts sont souvent associés. Et même si les Verts sont, on va dire, sur des positions beaucoup plus centristes qu'en France, ils restent assez opposés à cette technologie-là. Et donc, bon, il y a eu un mouvement de sortie des centrales nucléaires, même si encore aujourd'hui, il y a quelques centrales nucléaires en Allemagne qui sont en activité, qui sont censées se terminer en 2023 et qui, pour l'instant, sont en activité. Ça doit faire à peu près 8% de l'électricité en Allemagne. Donc, la question de pourquoi ils ont choisi le gaz, c'est parce qu'en fait, ils avaient du nucléaire, ils avaient du charbon, pas mal, et ils voulaient passer aux renouvelables. Mais alors, le problème des renouvelables, c'est que quand vous allez remplir l'Allemagne de champs d'éoliennes et de panneaux solaires, c'est très utile par les chaudes journées d'été en plein après-midi. Vous avez du vent, vous avez du soleil, vous produisez plein d'électricité. Mais en fait, l'hiver, ça peut devenir un peu plus compliqué. Si vous n'avez pas de vent et que vous n'avez pas beaucoup de soleil, vous avez des productions qui s'effondrent. Donc, vous êtes obligé de surdimensionner le parc renouvelable. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'installer des capacités énormes parce que en fait, il y a seulement une partie de vos capacités qui vont fonctionner à chaque moment. Et donc, en fait, vous avez un parc renouvelable. En fait, pour avoir une bonne production de renouvelables dans le mix global allemand, ils sont obligés d'avoir un parc renouvelable qui est énorme en termes de puissance, en termes de capacité, comparé à leurs besoins réels énergétiques. Et donc, pour pallier finalement au moment où le renouvelable ne fonctionne pas, l'Allemagne, s'ils ne pouvaient pas mettre en place s'ils ne pouvaient pas produire à ce moment-là de l'électricité nucléaire et qu'ils voulaient quand même descendre un peu sur le charbon, et ils ont dit, on va prendre un truc qui est quand même un peu plus propre que le charbon, c'est le gaz. Et le gaz, on a finalement un gaz qui était à l'époque à un prix à peu près compétitif qui venait de la Russie. Et donc, ils ont dit, on va prendre des contrats et on va utiliser du gaz russe. Pour revenir sur la question des renouvelables, il y a aussi quelques experts qui s'inquiètent que le renouvelable entraîne aussi une autre forme de dépendance, puisque pour fabriquer des éoliennes, des panneaux solaires, on a besoin de certains minerais, notamment des terres rares, etc. Et ces minerais, la Chine a un quasi-monopole aujourd'hui sur ce genre de minerais. Il y a Guillaume Pitron qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui chiffrait à peu près à 95% le nombre 95% que la Chine plutôt possède 95% de la production de ces minerais. Est-ce que aujourd'hui, pour l'Europe, pour la France, s'engager vers le renouvelable, c'est aussi se créer une dépendance envers la Chine? Ça, je pense que la Commission européenne, au début des années 2010, elle a fait cette erreur-là. C'est-à-dire qu'on a fait en Europe, on a pris des décisions qui étaient de faire ce qu'on appelait les feed-in tariffs, c'est-à-dire de pousser à l'installation d'énergie renouvelable à fond. On a installé d'énormes quantités de panneaux solaires, etc. Mais en fait, on n'a pas du tout réfléchi à est-ce qu'on fait une filière européenne pour créer des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes, etc. Et ça, malheureusement, ça a fait qu'on a stimulé plutôt l'industrie chinoise. On allait acheter des panneaux chinois. Aujourd'hui, la Commission européenne, elle l'a compris. Et ça, quand même, on est en train de travailler, la Commission, elle travaille dur et les différents pays de l'Union européenne sont en train de se mobiliser pour essayer justement de réduire fortement cette dépendance qu'on a vis-à-vis de certains pays
Alors, vous parliez des terres rares en Chine, il y en a d'autres. Hein. Il y a le borate de la Turquie, pareil. Hein. On importe quasi la totalité de notre consommation de borate de Turquie. Vous avez le platine en Europe. On n'utilise que du platine qui vient d'Afrique du Sud ou de tiers. Et puis après, évidemment, vous avez la question du lithium. Donc ça, je veux dire, vous avez toute une série de métaux et de minerais qui sont aujourd'hui, en effet, clés pour la transition énergétique et dont il va falloir qu'on développe une extraction et une industrie en Europe si on veut que ce soit fait de manière peut-être un peu plus propre que c'est fait ailleurs et surtout pour avoir une forme d'indépendance, de souveraineté. Donc ça, c'est sûr qu'en fait, il faut repenser la filière, enfin, faut penser la filière de l'extraction jusqu'au moment où on branche la voiture. Et donc, c'est là où la commission, et c'est là où il faut pas penser juste à l'échelle nationale. C'est des problématiques qu'il faut gérer à l'échelle européenne. Ouais, donc c'est une question qui est super Tentaculaire. Tentaculaire et qui en fait, on pourrait passer des heures à parler de ça. Malheureusement, on est un peu pressé par le temps, Célestine. Oui, j'ai pas de montre, mais oui, effectivement. Peut-être merci beaucoup, Édouard, d'être venu un peu expliquer tout ça. Je pense que ça nous a permis de comprendre pas mal de choses que nous-mêmes n'avions pas compris. On va peut-être juste conclure sur un qui a dit, un petit jeu, parce que je sais que parmi nos viewers, Stéphane Béchaud adore les jeux. Et comme il adore les jeux, on va faire un petit jeu. Alors Quentin, j'ai besoin de ton aide parce que je ne sais pas trop gérer les diapositives. Bien pour être sûr, honnête. il y a Et bien sûr, Édouard, vous pouvez jouer. Ah oui, vous On a le jouez. droit. Ah oui, vous avez Alors, intérêt à qui a gagner. dit- Alors là, vous avez intérêt à gagner parce que sinon, vous perdez toute votre crédibilité d'expert. Attention, ça serait dommage d'effondrer vos 30 minutes d'intervention Ouais, sur ouais. 3 mauvaises réponses. Vous êtes radié de Dauphine. Alors, qui a dit il n'y a qu'une décision majeure qui doit être prise, c'est de suspendre les livraisons de gaz et de pétrole. Alors, bien sûr, dans le contexte russe, je précise. Alors, qui a dit Jadot, non, Stéphane Béchaud. Ce n'est pas Yannick Jadot, vous êtes viré. Hollande. Hollande, effectivement. Alors, Et c'est Pau LTR qui a eu la bonne réponse. Ah, c'est Bravo, Pauline Paul Le Pierre. Troquier, bravo, tu Tu vas remportes une recevoir alternance. Tu recevras des goodies La Clim. Transmets-nous ton adresse. Ah, par message. Étienne. Ah, Stéphane Béchaud, mais on s'en fout de Hollande. Ah, il est virulent, Stéphane, ce soir. Allez, le prochain. le prochain. Qui a dit on va arrêter de faire l'argent avec le pétrole russe, arrêter d'investir en Russie? Alors, un indice, on en a parlé, donc si vous ne trouvez pas, c'est honteux. Donc, Mais, c'est Quentin qui l'a dit. Mais alors, si on en a déjà parlé, le plus logique, ça serait que ça soit le Pouyanné. Mais par rapport à ce qu'on a vu justement en actu, c'est contradictoire. C'est Patrick Pouyanné. Alors, du moins, il a dit on va arrêter. Donc, je ne sais pas si il va le faire, mais il a expliqué. Après, je tiens à nuancer, il a expliqué que c'était compliqué aujourd'hui de rompre des contrats de long terme sur les questions de gaz, etc. Donc, je nuance, mais c'est juste pour le jeu. Hein. Enfin, une dernière. Cette fois, Quentin, tu laisseras Stéphane Béchaud répondre. Alors, ceux qui financent, alors on voit la diapositive, ceux qui financent l'effort de guerre russe, ce sont les centaines de millions d'euros par jour que l'Allemagne paye à la Russie pour acheter son gaz. Alors, qui C'est ce qu'on disait tout à l'heure. quitte aussi remonté. Bon, je devine que le chat a un petit moment de latence. Hein. Parce que sinon, ils sont pas bons du tout. On te Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé très vite. Juppé avec vous. C'est Juppé avec vous qui a trouvé, c'est Éric Zemmour, effectivement. Merci, Juppé avec vous. C'était bien Éric Zemmour. Voilà, je te passe la main pour conclure, Quentin, après ce jeu que vous avez beaucoup apprécié, visiblement. Oui, on a les chiffres, c'était extraordinaire, merci à tous. Non, mais en tout cas, merci à tous les viewers qui ont été présents sur live. Ça va être, comme tu l'as dit, Cécile, l'heure de clôturer. Non, pas clôturer, on a dit. De clore. clore. On vous précise, puisque On ne dit pour pas l'écouter un ça. peu inside, Arthur est intransigeant sur la clôturer ou clore, parce que pour lui, clôturer, c'est une clôture. Il a raison. Et donc, du coup, On n'est pas dans un jardin, quoi. voilà, il n'arrête pas de nous dire ça à longueur de journée. Donc, on va clore
l'émission. Une fois de plus, un grand merci à vous, Edouard Sivelle. Oui, merci beaucoup. Vous êtes le parrain merci de à cette vous. émission. En fait. Et puis aussi, on remercie Lipiche Dauphine qui nous a quand même permis de faire cette émission, que ce soit par Merci à l'habillage, par la l'IPJ. technique. Voilà, nous sommes très corporate, vous avez remarqué. Et on n'oublie pas Ulysse aussi. Et oui. Et on n'oublie pas Ulysse. Voilà. Ulysse nous Thébault, aide, qui tout nous ce- a tout ce- bien aidés, qui nous a accompagnés de A à Z, sans Et qui on- cette émission ne serait pas là. Et, Tout Tout et- simplement. et bien sûr, il ne s'agit pas d'un coup de folie que nous avons eu pour un seul jeudi. La semaine prochaine, une nouvelle émission aura lieu sur une question qui sera encore à définir. Tous les mercredis. C'est tous les mercredis, on signale c'est enfin, Ulysse l'oreillette. dans l'oreillette, dans le gros casque, mais voilà, il faut parler un petit peu pro. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et pour avoir un peu plus d'informations. Et il est temps de Un grand clôturer ce merci. live. Chlore. Au revoir à tous. Chlore. Un grand merci et encore merci, Edouard. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à Bonne vous. soirée. Bonne soirée. Au revoir.